Bonjour à tous, merci d'être là. On reprend les choses sérieuses avec notamment la matière des troubles de voisinage que j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je propose que nous examinions cette matière sous forme de avant la réforme et après la réforme, parce que ça permettra de mieux saisir les nouveaux apports, les nouveautés ou pas de la réforme en cette matière. Alors, commençons par avant. Avant, c'était comment? Eh bien, à part quelques dispositions particulières dans l'ancien Code civil de 1804, c'est vrai que la matière des troubles de voisinage n'était pratiquement pas abordée. On la retrouvait en quelque sorte dans la matière des jours et des vues, en matière de plantation, en matière de mitoyenneté, mais le Code civil ne s'était pas véritablement soucié. Le Code civil ne s'était pas véritablement soucié de la notion et de la matière de troubles de voisinage. Ce qui fait que ce régime de responsabilité civile pour troubles de voisinage a été entièrement construit et développé par la jurisprudence au départ de deux arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 1960. Ces arrêts ont consacré le principe de la responsabilité sans faute, fondé sur une violation du droit de propriété, consacré par l'article 544 du Code civil ancien, qui reconnaît, Pierre vous l'a dit, à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Par la suite, la Cour de cassation a eu l'occasion, en 60 ans, de préciser, d'affiner et de développer cette théorie. Et elle nous a notamment appris que la responsabilité sans faute pour trouble de voisinage peut être cumulée avec l'action en responsabilité basée sur une faute des articles 1382 et suivants du Code civil. Elle nous a aussi appris que l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, elle est ouverte non seulement au propriétaire de l'immeuble qui subit le trouble, mais aussi à tout titulaire d'un droit réel ou personnel qui dispose à l'égard du bien concerné des attributs du droit de propriété. Et je pense là, par exemple, aux locataires ou à l'usufruitier qui ne sont pas propriétaires de l'immeuble, mais qui disposent d'un des attributs du droit de propriété sur cet immeuble. Alors, à l'inverse, évidemment, la Cour de cassation a considéré que l'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage pouvait être intentée tant contre le propriétaire de l'immeuble, mais aussi contre ce fameux titulaire d'un des attributs du droit de propriété sur le bien. La Cour nous enseigne également que pour engager la responsabilité de ce propriétaire ou du titulaire d'un droit réel ou personnel qui dispose des attributs du droit de propriété sur l'immeuble, à l'origine du trouble, eh bien, ce trouble subi, il doit procéder soit d'un fait positif, d'une action en quelque sorte, soit d'une omission, soit d'un comportement quelconque non fautif qui lui est imputable. La compensation du trouble anormal, eh bien, elle doit permettre de rétablir l'équilibre rompu entre les deux fonds, et elle ne peut donc porter que sur ce qui dépasse les inconvénients normaux. Elle peut avoir lieu soit en nature, donc soit par des mesures qui sont prises directement sur le bien concerné, soit par équivalence, c'est-à-dire sous forme d'une indemnisation pécuniaire généralement. Enfin, ce qui est bon à savoir, c'est que l'action en responsabilité pour trouble de voisinage est une action personnelle en responsabilité extra-contractuelle qui se prescrit donc par 5 ans, à partir du moment, évidemment, où vous, en tant que victime, vous avez eu connaissance des caractéristiques principales du trouble, c'est-à-dire qu'il est devenu anormal et que vous avez pu l'imputer à quelqu'un,
et que vous avez pu en identifier l'auteur. Alors maintenant, avec la réforme du Code civil, qu'en est-il? Eh bien, dans la réforme du droit des biens, le législateur a tout simplement pris la théorie jurisprudentielle qui avait été construite par la Cour de cassation et l'a glissée dans le texte de loi. Il faut savoir que le législateur décrit lui-même cette théorie comme étant fabuleuse et tentaculaire dans les travaux préparatoires. Alors, on va examiner ensemble ces deux articles. Il n'y a que deux articles qui concernent la matière des troubles de voisinage, l'article 3.101 et l'article 3.102. Alors, l'article 3.101, paragraphe 1er, les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leurs biens immeubles. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable. Donc, en bref, comme Pierre vous l'a expliqué tout à l'heure, chacun peut jouir de sa propriété, mais il est évidemment limité en cela par ce qui cause un trouble excessif à son voisin. Alors, la notion de faute dans la théorie, dans la mise en cause de la responsabilité pour trouble de voisinage, elle est toujours exclue. Ça ressort des travaux préparatoires qui le disent expressément, même si ça ne ressort pas véritablement de l'article qu'on vient de voir ensemble. Alors, poursuivons. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tel le moment, par exemple le jour, la nuit, la fréquence, souvent, pas souvent, et l'intensité du trouble, fort, pas fort, la préoccupation, je suis dans une zone rurale, on se trouve dans une zone rurale ou on se trouve dans une zone urbaine, ou la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient, par exemple un parc versus un jardin. Alors ça, ces différents critères que le législateur rappelle, ce sont des critères qui avaient déjà été utilisés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, pas de grande surprise. Alors ensuite, au paragraphe 2, on passe aux mesures que le juge peut ordonner pour rétablir l'équilibre rompu. Il y a 3 types de mesures prévues par le législateur. Cette liste, elle apparaît apparemment comme étant limitative, mais ce qui, à mon avis, ne doit pas poser une grande difficulté parce qu'elle semble être assez complète et suffisante en tout cas. La liste, vous ne devez pas vous fier à l'ordre de cette liste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les mesures que le juge peut ordonner. Et il peut d'ailleurs même les cumuler s'il le souhaite, si les circonstances s'y prêtent. On a tout d'abord l'indemnité dont on a déjà parlé, c'est l'indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif. Donc, on parle toujours de compensation et pas de réparation intégrale, c'est-à-dire qu'on va simplement compenser le trouble subi pour les inconvénients qui excèdent les troubles normaux du voisinage. Ensuite, deuxième mesure que le juge peut prendre, c'est une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal. Alors ça, cette disposition, elle suppose donc que la victime pourrait prendre des mesures compensatoires sans même avoir obtenu préalablement l'autorisation du juge, ce qui est un peu particulier parce qu'en principe, la réparation d'un dommage, elle appartient à son auteur. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous êtes amené un jour à décider de prendre de telles mesures compensatoires, c'est bien évidemment de vous assurer de rassembler les éléments probants qui vous permettront d'une part de faire la preuve du trouble anormal excessif de voisinage,
mais aussi de l'identité de l'auteur auquel ce trouble peut être imputable. Je vous recommanderai aussi, évidemment, en prenant de telles mesures compensatoires, de rester raisonnable, évidemment, et de ne pas agir de manière excessive. Troisième mesure que le juge peut prendre, ça c'est la mesure qu'on peut appeler la mesure la plus forte, c'est l'interdiction du trouble rompant l'équilibre ou des mesures concernant l'immeuble causant le trouble pour ramener le trouble à un niveau normal. Mais il y a évidemment, pour prendre cette mesure forte, une condition, c'est que cela ne doit pas créer un nouveau déséquilibre et l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne doivent pas être ainsi exclus. Le paragraphe 3 de l'article 3.101, eh bien, en son premier alinéa, il rappelle que l'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage peut être intentée par ou contre non seulement le propriétaire de l'immeuble, mais aussi contre un titulaire d'un attribut du droit de propriété. Ça, je vous l'ai dit, ça avait déjà été consacré par la Cour de cassation. L'alinéa 2 nous dit ceci, c'est que si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l'attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça, c'est une nouvelle présomption légale qui a été instituée par le législateur, qui est apparemment irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en apporter la preuve contraire, et qui signifie que l'imputabilité d'un trouble de voisinage pour cause de travaux, eh bien, elle ne suppose pas nécessairement qu'on soit le maître de l'ouvrage de ces travaux. Il suffit qu'on les ait autorisés. Et je pense ici, par exemple, à un bailleur qui aurait autorisé son locataire à faire des travaux dans les biens loués, travaux qui ont causé un trouble excessif, anormal de voisinage. Enfin, paragraphe 4, on revient à la question de la prescription que j'ai déjà évoquée. Pas de changement non plus, c'est la prescription quinquennale qui s'applique pour l'action en responsabilité pour trouble de voisinage. Bref, qu'est-ce qui ressort de cet article 3.101 ? Rien de bien nouveau sous le soleil par rapport à précédemment, si ce n'est effectivement cette fameuse disposition qui prévoit qu'on pourrait prendre des mesures compensatoires pour remédier aux troubles et la présomption d'imputabilité dans le cas de travaux dont je viens de vous parler. Par contre, l'article 3.102, il est intéressant parce qu'il met fin en jurisprudence à une controverse et il permet d'intenter une action avant même la naissance du trouble, comme son titre l'indique, prévention des troubles anormaux de voisinage. Que nous dit-il? Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se réalise. Alors là, faites bien attention aux caractéristiques du risque dont on parle. Il doit concerner la sécurité, la santé ou l'environnement. Il doit aussi être grave, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il ait des conséquences lourdes s'il se réalise. Il doit également être manifeste, ce qui signifie qu'il a de fortes chances de se réaliser. Et en caractérisant ainsi le risque qui permettrait de solliciter des mesures préventives, une action préventive des troubles anormaux de voisinage, on écarte évidemment tous les risques qui sont purement hypothétiques ou conjecturels. Je pense par exemple à une antenne GSM qui serait fixée sur le toit d'un immeuble voisin
dont on n'a pas encore la certitude à l'heure actuelle que le placement de telles antennes soit véritablement nocif et nuisible pour les particuliers, les habitants des alentours. Le législateur a aussi attribué au juge de paix, qui est considéré comme le juge de proximité, a attribué cette compétence spéciale dans les litiges qui concernent les troubles de voisinage. Donc, vous ne devez plus vous poser la question de savoir si, oui ou non, vous allez devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance. Aujourd'hui, c'est bien le juge de paix qui est spécialement compétent pour traiter de cette matière. Et je pense que c'est une fort bonne chose. Alors, c'est vrai que la théorie des troubles de voisinage, en tout cas la nouvelle législation relative aux troubles de voisinage, elle tient en 2 articles. Donc, j'ai déjà fini mon exposé, je suis sur le point en tout cas. Mais je ne voudrais pas terminer avant de mettre le doigt sur 2 dispositions particulières qui ne se retrouvent pas dans la matière relative aux troubles de voisinage, mais qui, à mon sens, s'y rapportent incontestablement. Et donc, je voudrais juste attirer votre attention sur ceci. Il y a d'abord l'article 3.67 qui traite des simples tolérances du propriétaire, et ça, j'ai entendu Pierre vous en parler tout à l'heure, qui oblige le propriétaire d'un immeuble à restituer toute chose ou tout animal qui se trouve involontairement sur son bien, ou à tout le moins de permettre à son propriétaire de récupérer cette chose ou cet animal. Disposition qui oblige également le propriétaire à tolérer l'accès à son immeuble pour l'exécution de travaux, sauf évidemment s'il a des raisons légitimes de s'y opposer. Et enfin, et surtout, l'obligation pour le propriétaire d'une parcelle non bâtie, non cultivée et non clôturée de tolérer l'usage de sa parcelle par un tiers, pour autant, bien entendu, que cet usage ne soit pas dommageable au propriétaire et qu'il n'ait pas expressément interdit l'accès à sa parcelle. La deuxième disposition qui pourrait vous intéresser dans la vie de tous les jours, c'est l'article 3.134 qui vous autorise à couper vous-même, aux frais de votre voisin, la branche de son arbre qui empiète sur votre jardin s'il ne l'a pas coupé dans les 60 jours après que vous lui en ayez fait la demande. Voilà. On s'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, nous, les intervenants, ne voyons pas les questions. Donc, je pense qu'on va les reprendre par la suite pour vous permettre d'avoir une réponse aux questions qui auront été posées au cours du webinaire. Merci en tout cas de votre attention. À bientôt. Et je cède la parole à Maître Houzen.